Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV Vendée. Dans l'actualité de ce vendredi 17 décembre, les obsèques de Jacques Oxiette en l'église Saint-Louis de la Roche-sur-Yon. Une cérémonie en milieu d'après-midi pour rendre hommage à l'ancien maire de la ville et président de la région des Pays de la Loire, décédé le 10 décembre dernier. Un écran géant a été installé par la ville sur la place Napoléon pour permettre aux Oyonnais de suivre cette cérémonie. Entre 400 et 500 personnes étaient présentes à l'intérieur, environ 200 personnes à l'extérieur. Pierre Dalicieux était sur place, regardez. Une cérémonie qui aura rassemblé du monde ici à La Roche-sur-Yon. Comme vous pouvez le voir derrière moi, des barrières ont été installées pour permettre aux personnes de venir se recueillir et rendre un dernier hommage à Jacques Oxiette. Un écran géant a été installé par la ville de La Roche-sur-Yon pour que les personnes puissent suivre cette cérémonie de l'extérieur. Des Lyonnais, des Lyonnaises venus rendre un dernier hommage à leur ancien maire. Mais pour lui rendre hommage. Pour tout ce qu'il a fait à La Roche, là, parce qu'il a fait beaucoup pour La Roche. Rendre hommage au personnage, quoi, voilà, ce qu'il a représenté, je pense que c'était un grand homme, voilà. Je connaissais le maire de La Roche à l'époque et je l'appréciais beaucoup. Un hommage de la classe politique également dans son ensemble, puisqu'aujourd'hui, que ce soit au niveau local, régional ou même national, de nombreux hommes politiques et femmes politiques sont venus rendre hommage à Jacques Oxiette, d'anciens ministres comme Jean-Marc Ayrault, Christelle Morancet, la présidente de la région, des personnes politiques de tous bords qui sont venues rendre un dernier hommage à l'homme qui était Jacques Oxiette. Jacques Oxiette, le militant, le républicain, le maire bien aimé, le président de région qui a tant fait aussi pour les 5 départements, et je suis très heureuse de voir aujourd'hui rassembler tous ses amis, ses anciens collègues, ceux qui ont été élus avec lui, ses anciens collaborateurs, voilà, tous ensemble, et puis bien sûr la famille socialiste qui doit beaucoup dans ce département à Jacques Oxiette. Il était resté un enseignant dans l'âme, c'est-à-dire quelqu'un qui avait envie de transmettre, mais qui partageait aussi des valeurs et qui voulait les faire partager, et qui voulait aussi l'émancipation des autres, de la jeunesse en particulier. Et donc son engagement politique était le prolongement de son engagement d'enseignant, et qu'il a de façon éclatante mis en œuvre à La Roche-sur-Yon, à la région des Pays de la Loire, toute sa vie. Et c'est ce que je retiendrai, c'est-à-dire quelqu'un qui était resté profondément humain, proche des gens. Les fonctions politiques ne l'ont pas éloigné du terrain et des gens. Il avait un profond respect pour les autres, mais c'était quelqu'un de très solide, qui rassurait. Une cérémonie qui aura donc, comme vous le voyez derrière, rassemblé, comme je le disais, beaucoup de monde pour rendre cet ultime hommage à Jacques Oxiette qui est, je le rappelle, qui est décédé il y a tout juste une semaine. Une cérémonie d'hommage que vous avez pu également suivre en direct sur notre antenne dès 14h et que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet tvvendée.fr. Dans le reste de l'actualité, la vaccination pour les enfants à risque a débuté ce mercredi. Aujourd'hui, le Comité national d'éthique autorise la vaccination pour tous les enfants de cette classe d'âge. Le gouvernement attend cependant l'avis de la Haute Autorité de Santé avant de prendre une décision finale. Une vaccination qui ne serait pas obligatoire pour le moment, selon l'exécutif. En Vendée, selon l'ARS, 6 centres de vaccination vont mettre en place des lignes pédiatriques pour permettre aux enfants à risque de se faire vacciner plus facilement. Entre 20 et 25 000 enfants sont concernés dans la région. Ils seront vaccinés avec un vaccin qui sera adapté par rapport à leur âge, puisqu'il sera 3 fois moins dosé que le vaccin des adultes, sachant que seul le vaccin Pfizer, sous sa forme pédiatrique, pourra être utilisé, parce que c'est le seul qui a été validé au niveau européen. Direction les Sables d'Olonne à présent pour évoquer l'affaire de la statue de Saint-Michel. Le tribunal administratif de Nantes vient en effet d'ordonner à la municipalité de retirer cette statue du parvis Saint-Michel, une place publique de la ville. Décision après le lancement d'une procédure judiciaire il y a 1 mois à la requête de l'association La Libre Pensée de Vendée. La ville a donc 6 mois pour déplacer cette statue inaugurée en 2018. La loi de 1905 séparant l'église de l'État est invoquée par le tribunal. Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne, a décidé de faire appel de cette décision. C'est une application raisonnable du principe de laïcité. Alors, déboulonner la statue de Saint-Michel, c'est déboulonner une œuvre d'art, c'est déboulonner notre culture, notre héritage. On est une nation de tradition chrétienne et la place de la statue Saint-Michel est sur la place Saint-Michel, c'est normal. C'est quoi la prochaine étape après? C'est-à-dire qu'on va débaptiser tous les Saint-Michel de France, les galets de Saint-Michel, le Mont Saint-Michel,
on va rayer tous les seins des villes et des lieux publics de notre pays. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est une statue qui est installée en octobre 2018 par M. Gallo, maire des Sables, qui a un caractère religieux et c'est sur un emplacement public. Article 28 de la loi de séparation des églises et de l'État. Point. 1905. C'est tout. Nous demandons le respect de la loi de 1905. C'est ce qu'a décidé finalement le tribunal administratif. Il nous a donné gain de cause, et c'est normal, c'est logique. C'est incroyablement logique cette affaire. Parce que tout simplement, après, si on ne veut pas respecter la loi, c'est une autre affaire. En bref, dans l'actualité également, la préfecture de la Vendée reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour la commune de Beauvoir-sur-Mer. L'arrêté concerne les inondations et les coulées de boue qui ont eu lieu les 2 et 3 octobre dernier. Les personnes concernées par ces intempéries ont jusqu'au 24 décembre pour déposer une estimation de leurs dommages auprès de leur assureur. L'état de catastrophe naturelle permet en effet aux victimes d'être indemnisées par l'État. Sécurité routière désormais en cette période hivernale. Vinci Autoroute a récemment présenté son dispositif de prévention du froid sur les routes. En cas d'épisode de froid intense ou de neige, 123 salariés peuvent être appelés simultanément sur le réseau autoroutier régional et départemental. Du 15 novembre au 15 mars, les conditions météo sont particulièrement scrutées par Vinci Autoroute pour pouvoir intervenir en amont ou pendant ces épisodes de froid. Écoutez. Pour ça consiste en fait à faire partir des camions sur le tracé autoroutier pour venir saler l'autoroute et éviter le risque de verglas, le risque de congélation des chaussées. Ou alors on peut agir en curatif. Curatif, c'est quoi? C'est le fait de venir pousser de la neige ou racler du verglas suivant les événements météorologiques qu'on peut rencontrer. On le dit, on le répète aussi, quand on a des interventions et quand on a des camions en intervention sur le réseau autoroutier, on le voit puisqu'il y a le feu bleu, le feu avec la bleue qui est visible. Il ne faut surtout pas doubler les camions en intervention pour justement ne pas se mettre en risque et ne pas risquer un accident. Partons à présent à la rencontre d'Élodie Fauconnier, passionnée de brocante. En 2015, elle décide de se reconvertir pour en faire son métier. Elle s'est depuis spécialisée dans la recherche et la vente d'objets vintage américains avec sa boutique Vintage Custom & Co. Des objets qu'elle va directement choisir de l'autre côté de l'Atlantique. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, beaucoup de clients viennent rechercher un peu de nostalgie dans les articles qu'elle propose. Découverte signée Cyril Guillet. Les plaques d'immatriculation américaines sont très demandées parce qu'elles ont un côté déco que nous on n'a pas et puis on peut vite faire un joli pan de mur avec quelques plaques et puis ça fait voyager en même temps. Installée au cœur de Saint-Denis-la-Chevasse, Élodie Fauconnier s'est spécialisée dans la vente d'objets vintage américains. Ça fait partie de ce que j'aime beaucoup parce que ça a toujours été très coloré, très happy days en fait, que ce soit dans le mobilier, que ce soit dans les petits objets. Dans ses étagères, elle propose des enseignes, des publicités ou bien encore des glacières estampillées. Des objets qu'elle chine directement outre-Atlantique. Au début, c'était par moi-même, un peu via Internet. C'était une pièce par-ci, une pièce par-là. Et petit à petit, ça s'est organisé. Et du coup, j'ai monté un réseau un peu aux États-Unis, un peu au Canada. En 2019, je suis partie au Canada pendant 10 jours. J'ai ramené une grosse palette, donc ça j'étais très très contente. Je projetais de le faire en 2020 et le Covid est passé par là, donc ça n'a pas été possible. Cette année ça a été encore difficile parce qu'ils ont rouvert leurs frontières qu'en septembre. Aujourd'hui, elle est donc obligée de se les faire envoyer via son réseau. En 2016, elle a fait de sa passion son métier et si les objets US tiennent une grande place dans sa brocante, elle y propose aussi des pièces bien de chez nous. Ceci est un attrape-mouche du coup qui date de 1930, même avant. En fait, vous mettiez de la nourriture pour attirer les insectes, elles rentrent et du coup elles ne peuvent plus ressortir. Moi, ce que j'aime bien entendre, c'est « Oh, on avait ça chez mamie » ou « Oh, tu te souviens de ça ?» avec toute la petite histoire qui va avec. Et des fois, du coup, on l'a acheté, du coup, on va le racheter parce qu'on avait ça quand on était petit. Et puis voilà, il y a l'histoire aussi qui va avec. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Et avec le développement du recyclage et de l'économie circulaire, les clients sont de plus en plus nombreux à pousser la porte de cette brocante. C'est vrai qu'on est beaucoup dans cette tendance de seconde main, de donner une deuxième vie aux objets. Je suis devenue un commerce de proximité, de déco en fait, et fonctionnel aussi, parce que j'ai aussi des objets qui sont encore fonctionnels. Donc c'est vrai que les gens passent plus facilement la porte du magasin qu'ils le faisaient à une certaine époque. À noter que si vous ne trouvez pas votre bonheur dans sa boutique, elle se fera un plaisir de faire elle-même des recherches pour vous dénicher la perle rare.
Un mot de sport dans ce journal avec le label Ville Active et Sportive, récompensant les villes qui mettent en avant la pratique et les initiatives sportives sur leur territoire. Les communes sont classées de 1 à 4 lauriers en fonction de leur nombre d'habitants. Et le palmarès 2021 vient donc d'être dévoilé. Les Herbiers sont élus ville la plus sportive pour la catégorie des villes de plus de 15 000 habitants. Parmi les autres villes labellisées avec 4 lauriers, Fontenay-le-Comte, Avrier, Chantonnay et Sarambocage ou encore le Poiré-sur-Vie. Toutes ces villes dans la 3e catégorie entre 8 000 et 15 000 habitants. On termine ce journal avec ce rendez-vous sportif du week-end, les courses du Père Noël aux Herbiers. Pour la 29e édition de cet événement, la 3e sous ce nouveau nom, environ 1800 coureurs sont attendus sur 2 jours. Au programme de nombreuses courses, de la marche nordique, du cross-country, mais également du trail, dont un ultra-trail de 133 km. Le départ et l'arrivée seront donnés au parc équestre du Bocage et les différents parcours imaginés vont ensuite traverser les Herbiers et ses alentours. Les courses du Père Noël sont un week-end complet consacré à la course nature qui intègre du cross-country que l'on pratique depuis très très longtemps et du trail, des courses de trail courtes ou longues, voire très longues. On recherche malgré tout des sentiers, des passages dans des prés, dans des chemins, mais surtout des espaces vallonnés. On ne court pas sur du plat ou le moins possible sur du bitume. Et l'avantage du territoire des Herbiers et des communes environnantes, puisque la Haute traverse 7 communes, c'est de finir avec un dénivelé proche des 2500 mètres de dénivelé positif. Donc il y a du dénivelé même si on n'est pas en région de montagne. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur TV Vendée.